Bonjour, aujourd'hui présentation d'un nouveau sociologue. 64 est mort en 1920. Donc c'est un sociologue allemand, il était économiste et enseignant. Il va être actif jusqu'en 1909, date à laquelle il va tomber gravement malade. Et il est considéré comme le plus grand sociologue allemand de la deuxième moitié du 19e siècle. Avec son pendant français, Émile Durkheim, qu'on verra un petit peu plus tard dans les prochaines semaines. Et donc ces deux sociologues-là étaient en concurrence à l'époque sur le développement des idées liées à la sociologie. Le thème d'étude de Max Weber, c'était le capitalisme et le protestantisme, dont il fera sa spécialité. Son œuvre majeure sera l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, dont je vous ai mis un extrait sur l'ENT, qui sera disponible, que vous pourrez lire. Alors dans cet extrait-là, vous avez une analyse en fait qui est proposée par un auteur. Ensuite, vous avez l'extrait et ensuite vous avez des commentaires où il y a un espèce de débat entre différentes personnes. Voilà. Donc je trouvais assez intéressant. Donc du coup, voilà, à l'occasion, si vous pouvez jeter un coup d'œil, ça peut être bien. Alors on va parler des concepts. Le premier concept de Max Weber, c'est la sociologie compréhensive. Donc en fait, lui, il considère que le sociologue doit avoir pour objet d'étude les actions sociales. Alors par contre, attention, toute action n'est pas une action sociale. Il faut tenir compte de l'intentionnalité et puis de la réaction des autres. Par exemple, si je vais acheter une baguette de pain chez le boulanger, ça n'est pas une action sociale, puisque je ne tiens pas en compte des réactions des autres. Par contre, dans d'autres cas de figure, on parlait précédemment chez Auguste Comte du suicide. Donc si je repars sur le suicide, effectivement, derrière, il y a une intentionnalité et il y a une réaction de la part des autres. Donc là, c'est une action sociale. Toute action suscite une réponse, ainsi le sociologue peut étudier les interactions entre les individus. Donc là, on va analyser les interactions, c'est-à-dire les échanges qui vont avoir lieu, les réactions de chacun. Alors, à l'inverse d'Auguste Comte, elle est différente des sciences de la nature, la sociologie, et cette sociologie compréhensive, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de loi générale selon Max Weber. Voilà. Les sciences de la nature étudient les phénomènes qui sont reproductibles en laboratoire. Donc, je vous rappelle, Auguste Comte, il considérait que la sociologie pouvait être analysée comme une science dure. Et par contre, du coup, derrière, il est impossible d'en tirer des lois générales. Les sciences de la culture, ou ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les sciences humaines, étudient les phénomènes qui dépendent des interventions humaines. Il n'existe pas de loi générale. Le sociologue doit comprendre des phénomènes sociaux, quelles sont les intentions de l'individu, quelle va être la nature de la relation sociale. Donc là, derrière ça, en fait, selon Max Weber, le sociologue doit s'atteler à analyser les intentions et également les relations sociales entre les individus. C'est ça l'objet d'étude en sociologie. Et donc, comme modèle d'analyse, il va utiliser ce qu'il appelle l'idéal type. L'idéal type, c'est une représentation simplifiée de la réalité construite et qui élimine les parasites dans les relations sociales. Donc là, en fait, l'idéal type, comme modèle, on va enlever tout ce qui va être superflu, tout ce qui va être inutile dans l'analyse. On va prendre des individus, on va les laver de certains parasites, certains éléments, et on va analyser sa réaction et ses interactions avec les autres. Donc, comme exemple, je vous donne dans l'esprit du capitalisme, Weber ne prend pas en compte les valeurs centrales du travail et de l'épargne. Donc, quand il analyse le capitalisme en tant que
qu'objet d'étude sociale, hein, il va enlever des valeurs aux individus, hein, la valeur travail et la valeur de l'épargne, donc tout ce qui est lié à l'argent en fait, voilà. Ce qui est quand même une des bases du capitalisme. Alors par ailleurs, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il va en fait donc construire son idéal type et il va insister en fait sur le phénomène religieux. Et dans son analyse, quelque chose de très intéressant, hein, il va se rendre compte que la religion protestante, en fait, est une des causes majeures du développement du capitalisme à travers le monde. C'est-à-dire que cette religion-là, le protestantisme, était parfait pour cette doctrine économique. En fait, la différence principale entre le protestantisme et le catholicisme, outre le fait qu'il n'y a pas les mêmes sacrements, c'est que dans le catholicisme, un homme s'accomplit en étant humble, en pratiquant la charité, en étant pauvre, au final. Alors que dans le protestantisme, l'homme s'accomplit en accumulant des richesses et en franchissant des marches au niveau de la hiérarchie sociale. Voilà, en devenant son propre chef d'entreprise, par exemple. Voilà, et en accumulant, du coup, des richesses. Et donc, c'est pour ça que il y a des pays, comme par exemple les États-Unis, où la religion protestante s'est beaucoup développée, puisque la plupart des Européens qui quittaient les pays d'Europe de l'Ouest fuyaient en fait les persécutions de la part des catholiques. Donc les États-Unis sont devenus un des creusets du développement du capitalisme et du protestantisme. Voilà. Et donc voilà le mythe du self-made man, hein, donc l'homme qui se fait tout seul, qui se construit tout seul. C'est quelque chose qui est très américain et très protestant et aussi très capitaliste. Voilà. La deuxième partie du diaporama vous présente le deuxième concept sociologique de Max Weber, à savoir la rationalisation. Donc quand il construit son idéal type, hein, Max Weber va mettre en place toute une série d'outils pour construire son modèle. Et donc, tout d'abord, il va rationaliser, hein, c'est-à-dire poser les différents types d'actions individuelles qui sont réalisables par un individu. Tout d'abord, on a les actions de type traditionnel, hein, c'est-à-dire que ça fait partie de la tradition d'un individu, donc ça fait partie de sa construction que d'utiliser telle ou telle valeur, tel ou tel type vestimentaire. Par exemple, on va pas demander à quelqu'un qui a vécu, je sais pas moi, à la cour du roi Louis XIV, de s'habiller comme un paysan. Voilà. Et donc, on a un respect par exemple, des traditions vestimentaires. Voilà, on va pas demander non plus à un Européen de s'habiller comme un Africain. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait de manière, on va dire, normale. Voilà, il y a tout ce phénomène des us et coutumes qui sont propres à chacun. Et donc, ça fait partie donc d'un premier niveau. Et puis, on a également l'action affective. Donc, c'est le phénomène des émotions, liées aux émotions. Donc, selon l'émotion que produit tel ou tel type d'action sociale, hein, forcément, il y aura une réponse derrière qui sera différente. Et puis, dernier point, il y a l'action rationnelle. Donc, l'action rationnelle liée aux valeurs, donc valeurs par exemple professionnelles, hein, tout ce qui va concerner la déontologie, hein, dans le milieu professionnel. Par exemple, je vous ai mis le capitaine du bateau qui quitte le navire après ses passagers, hein, comme le veut la tradition, hein, le capitaine quitte en dernier le navire. Est-ce que on peut considérer que ce type d'action-là, hein, cette décision-là est quelque chose de rationnel, dans le sens où le capitaine risque sa vie
pour ses passagers, mais il risque sa vie quand même. Il pourrait choisir de partir, mais non. Quand on est capitaine, forcément, on quitte le navire en dernier. Et donc c'est comme le médecin qui doit soigner à tout prix ses patients. Hein. On le voit par exemple dans le contexte social actuel. Hein, voilà, le Covid-19. Les médecins qui soignent à tout prix leurs patients au prix parfois de leur vie. Hein, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore peut avoir un effet sur certaines décisions et sur certaines actions sociales. Voilà. Et donc, cette rationalisation des actions hein, va déboucher sur ce qu'on appelle le phénomène de domination légale. Hein. Voilà. Et donc là, à l'époque de Max Weber, les préoccupations étaient un petit peu différentes d'aujourd'hui. Hein. À l'époque, on va dire qu'il y avait un peu plus de régime autoritaire, et donc lui, il s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que tel ou tel régime politique était plutôt dur avec sa population, et pourquoi la population réagissait de telle ou telle manière. Et voilà, ça allait effectivement de la rébellion, mais il y avait aussi beaucoup de soumission. Hein. Les gens acceptaient d'être dominés et d'être parfois un peu maltraités par leurs dirigeants. Et on va voir que ça a quand même encore quelques conséquences aujourd'hui, hein, tout ça. Et donc, on parle de domination légitime. C'est-à-dire que légitime, c'est la loi, hein, c'est légal. Donc, il est légal d'être dominé par un pouvoir qu'on va considérer comme supérieur. Voilà. Et donc, là, il va distinguer trois formes de domination. La domination de type traditionnel, qui va être fondée sur les coutumes. Voilà, par exemple, pourquoi est-ce que dans certaines communautés, on applique stricto sensus les principes religieux, et dès que vous avez une personne qui va à l'encontre de ces principes-là, elle va être stigmatisée, et même ça va aller jusqu'à ne pas être acceptée par la société vers laquelle elle veut se diriger. Voilà, quelqu'un qui sort complètement d'une société, d'un groupe social, qui veut aller s'installer dans un autre groupe, parfois il a du mal à s'intégrer. Voilà. Et donc ça, c'est la domination de type traditionnel. Hein. Le poids des traditions sur les gens est assez important dans certaines situations. Ensuite, on a aussi la domination charismatique, donc là qui est liée à la personnalité exceptionnelle d'un individu. Et donc là, voilà, le meilleur exemple, je pense que c'est celui d'Adolf Hitler. Hitler était donc dirigeant de l'Allemagne. Et il est arrivé au pouvoir au départ de manière légale, hein, c'est-à-dire que il a été élu au poste de l'équivalent de Premier ministre, on va dire. Et puis après, bon, évidemment, il a pris le pouvoir et il va s'installer comme un grand dictateur, hein, entre guillemets. Hitler avait cette qualité-là, c'est que il avait cette manière d'haranguer les foules et de les convaincre, qui était assez exceptionnel et qui lui a permis de se hisser là où il était. Voilà. Pourtant, c'était un individu extrêmement dangereux et qui a fait des choses absolument horribles. Mais à l'époque, on sortait d'une crise économique très importante, hein, la crise de 1929, hein, une récession sans précédent. Et les Allemands qui étaient qui ont perdu la Première Guerre mondiale, qui étaient aussi un peu stigmatisés à travers le monde, se sont tournés vers lui parce que ils croyaient en lui et ils pensaient que les valeurs qu'il portait allaient à nouveau faire de l'Allemagne un grand pays. Il y en a eu d'autres, hein, bien entendu, des leaders charismatiques de ce type-là à travers l'histoire. Napoléon, Staline et d'autres. Hein. Voilà, ils ont eu des destins divers et variés. Ensuite, dernier point, la domination légale, donc ce qu'on appelle le monopole de la violence. L'État a le monopole de la violence. Et quand je vous disais, on peut faire le lien aussi avec l'actualité et ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Est-ce que l'État exerce de manière légale
la violence. Est-ce qu'elle a ce monopole-là? Et donc, avec les événements liés aux gilets jaunes, aux actions sociales, enfin, vous avez entendu parler hein, de tous ces problèmes de, entre guillemets, bavures policières ou autres, voilà, qui sont soulevés à travers les échanges entre les personnes et puis les articles. On peut dire que oui, dans un sens, l'État a un monopole de la violence pour, enfin, imposer la loi, hein, imposer des règles. Hein. Voilà, les personnes qui contreviennent aux règles, forcément derrière sont sanctionnées, mais aujourd'hui ça pose beaucoup de questions parce que voilà, on accuse souvent les forces de l'ordre de frapper des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec des faits violents. Et voilà, c'est une question aujourd'hui qui est d'actualité et qui effectivement pose problème. Voilà, donc on en a fini avec Max Weber, un sociologue, on le voit, qui traite de sujets qui sont encore d'actualité, malgré le fait que il est plus de 100 ans en fait, hein, ce sociologue-là. Il reste aujourd'hui encore une référence dans le milieu de la sociologie, c'est-à-dire que beaucoup de sociologues aujourd'hui utilisent ses écrits et ses analyses pour développer des théories et pour construire des modèles. Donc voilà, un sociologue qui compte aujourd'hui. Voilà, merci à vous, passez une bonne journée et puis à bientôt.